Où est passé Assimi Goïta? Assimi Goïta a disparu. C'est grave ce qui se passe, mesdames et messieurs. Restez concentrés, mais attention à Assimi Goïta, l'homme qui devrait protéger le pays face aux attaques terroristes. Aujourd'hui, on ne le sent plus. Mais pourquoi a-t-il décidé de disparaître? Veut-il vraiment sauver le Mali? Ou bien est-il en train de préparer un coup? Ses représentants cherchent les militaires. Recherchent-ils un coup d'État contre le président? Y a-t-il mieux que lui? Est-il mort ou bien est-il toujours en vie? Mesdames et messieurs, restez concentrés, restez encore plus concentrés. Mais avant de commencer, pensez d'abord à liker cette vidéo. Installez-vous confortablement, car ça va aller très vite. Oui, très vite. Et voici ce qu'on vous cache. Monsieur, madame, ça commence. Ce jour-là, quelque chose de grave s'est passé. Quelque chose que beaucoup n'auraient jamais imaginé possible. Ce matin-là, le Mali s'est réveillé sous les bombes. Pas dans un film, pas dans une fiction, dans la vraie vie, dans les rues de Bamako, dans les couloirs de Kati, dans les foyers de familles ordinaires qui n'avaient rien demandé à personne. Moi, quand j'ai entendu la nouvelle, je n'ai pas bougé pendant plusieurs secondes. Je suis resté là, figé, le souffle coupé. Parce que quand on t'annonce que le ministre de la Défense a été tué, que des attaques simultanées ont visé les positions les plus stratégiques du pays, que des hommes armés ont pénétré dans les endroits les plus sécurisés du Mali, tu réalises que ce n'est plus une simple escarmouche à la frontière. Non, c'est autre chose. C'est une guerre totale. Une guerre organisée, planifiée dans les moindres détails, financée par des mains que l'on va nommer très bientôt. Et ce qui me fait le plus mal, ce qui me touche au plus profond de moi-même, c'est que cette guerre n'a pas commencé le 25 avril. Elle couvait depuis des années, silencieuse, patiente, invisible pour beaucoup, attendant le bon moment pour frapper au cœur, là où les dégâts seraient les plus grands, là où la douleur serait la plus profonde, là où le message serait le plus clair. Le général Sadio Kamara. Je veux qu'on s'arrête sur ce nom, parce que ce n'est pas juste un titre militaire, ce n'est pas juste une fonction. C'est un homme, un vrai, un père de famille, un fils du Mali, un soldat qui avait choisi de consacrer chaque souffle de sa vie à la protection de son peuple. Ce monsieur s'est levé des milliers de matins avec une seule pensée en tête. Comment est-ce que je peux servir mon pays aujourd'hui? Comment est-ce que je peux protéger ces populations qui n'ont personne d'autre pour les défendre? Et le 25 avril, des lâches l'ont arraché à sa famille. Des lâches l'ont arraché à son pays. Pas dans un combat loyal, pas face à face, non. Dans une attaque coordonnée, pensée pour maximiser les dégâts, pour décapiter le commandement militaire malien, pour semer la panique et le désespoir. Ces gens-là ne se sont pas battus. Ils ont exécuté un plan froid, un plan préparé de longue date, un plan qui ne vient pas de nulle part. Et c'est là que les choses deviennent vraiment importantes. Parce que toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu dois comprendre une chose fondamentale. Ce qui s'est passé le 25 avril 2026 au Mali, ce n'est pas juste une attaque terroriste de plus. Ce n'est pas un énième incident sécuritaire qu'on va pleurer aujourd'hui et oublier demain. Non. C'est la démonstration brutale, publique, assumée, qu'il existe des forces puissantes, des réseaux profonds, des complicités internationales qui travaillent nuit et jour avec un seul objectif, faire tomber le Mali, faire plier le peuple malien, briser cette dynamique de souveraineté, cette énergie de dignité que ce pays a choisi de porter depuis que la transition a décidé de dire non, non à la tutelle, non à l'humiliation, non aux accords léonins qui saignent l'Afrique depuis des décennies pendant que d'autres se gavent sur notre dos. Et quand un pays africain ose se lever et dire non à tout ça, il faut s'attendre à payer un prix très lourd. Parce que ceux qui profitent de notre soumission n'ont aucune intention de lâcher prise facilement. Ils n'ont jamais lâché prise facilement. Regardez l'histoire. Regardez ce qui est arrivé à tous ceux qui ont osé résister. Ils ont payé, certains de leur liberté, certains de leur réputation, certains de leur vie. Mais voilà ce que ces ennemis n'ont pas compris. Ce qu'ils n'ont jamais compris malgré toutes leurs ressources,
tout leur réseau, toute leur puissance de feu diplomatique et médiatique. Le Mali n'est pas un pays ordinaire. Le Mali n'est pas un pays qu'on plie en deux avec une attaque, aussi violente soit-elle. Le Mali, c'est une terre de résistance millénaire. C'est une terre qui a vu naître des empires qui faisaient trembler le monde entier à une époque où certains de ces pays qui nous donnent aujourd'hui des leçons de démocratie n'existaient même pas encore. Le Mali, c'est une terre où les hommes ont dans le sang cette conviction que la dignité vaut plus que la vie, que mourir debout vaut mieux que vivre à genoux. Et cette conviction-là, aucune bombe ne peut l'effacer, aucune attaque ne peut la détruire. Au contraire, chaque fois qu'on frappe le Mali, on ne fait que renforcer cette flamme. On ne fait que réveiller quelque chose d'encore plus puissant dans le cœur de chaque Malienne. Et la preuve concrète, réelle, tangible de tout ce que je vous dis, elle est dans ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi l'attaque du 25 avril. Les FAMAS n'ont pas fui, je répète. Les FAMAS n'ont pas fui. Dans un moment où n'importe quelle autre armée aurait pu céder à la panique, dans un moment où le choc psychologique aurait pu paralyser les hommes, les soldats maliens ont répondu immédiatement, avec une force, une discipline et une détermination que personne dans les chancelleries occidentales n'avait anticipé. Aux côtés de leurs frères d'Africa Corps, ils ont repris le terrain, mètre par mètre, position par position. Ils ont traqué, ils ont frappé, ils ont neutralisé. Et pendant ce temps-là, le président Assimi Goïta lui-même prenait personnellement la direction de la cellule de crise. Il n'a pas fui, il n'a pas cherché à négocier. Il a dit « situation maîtrisée » et il l'a prouvé par les actes. Aujourd'hui, pendant que certains médias français et occidentaux continuent de peindre un tableau de chaos total, pendant qu'ils envoient des journalistes clandestins à Kidal pour filmer des rues vides et présenter ça comme la preuve que le Mali est à genoux, la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. Les FAMAS patrouillent, les FAMAS avancent, des terroristes sont capturés vivants. Et ces terroristes-là, ils parlent, ils font des aveux d'une gravité que vous n'imaginez pas encore, des aveux qui ne permettent pas seulement de groupes armés dans le désert, des aveux qui remontent haut, qui pointent des noms précis, des organisations précises, des pays précis, des complicités que certains voulaient maintenir dans l'ombre à tout prix, parce que si ces vérités éclatent au grand jour, ça va changer la donne diplomatique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Ce complot contre le Mali, il a plusieurs visages. Il y a le visage militaire, celui des terroristes qui tirent et qui font exploser. Mais il y a aussi le visage politique, celui des hommes en costume qui prennent les téléphones, qui organisent les réunions, qui transfèrent les fonds, qui ouvrent des frontières quand il faut laisser passer des armes. Il y a le visage médiatique, celui des chaînes de télévision qui donnent la parole aux terroristes sur leur plateau en les appelant pudiquement groupes armés ou mouvements indépendantistes, alors que ces mêmes individus commettraient exactement les mêmes actes en France ou en Amérique. On les appellerait terroristes sans la moindre hésitation et on n'irait certainement pas leur donner un micro en prime time. Et il y a enfin le visage institutionnel, celui des organisations internationales qui se lèvent comme un seul homme pour condamner le Mali quand il arrête des suspects, mais qui restent muettes comme des capes dans un silence assourdissant quand ces mêmes suspects financent et organisent des attaques qui tuent des civils innocents et assassinent des ministres. Cette hypocrisie, elle n'est plus supportable, elle n'est plus acceptable. Et le gouvernement malien l'a dit clairement, le ministre des Affaires étrangères l'a dit dans toutes les réunions internationales, dans toutes les conférences, devant toutes les organisations, nous avons des preuves. Des preuves palpables, des preuves que nous sommes prêts à présenter devant n'importe quelle instance internationale. Nous connaissons les pays qui financent le terrorisme contre le Mali. Nous connaissons les bases arrières. Nous connaissons les routes d'approvisionnement en armes. Nous savons qui ouvre les yeux et qui fait semblant de ne pas voir. Et le temps où cette vérité restait cachée est en train de se terminer.
Ce qui me frappe aussi dans cette situation, ce qui me touche personnellement quand j'analyse tout ça, c'est la réaction du peuple malien lui-même. Parce que face à une attaque de cette ampleur, face à la mort du ministre de la Défense, face aux images de Bamako sous tension, beaucoup auraient pu tomber dans le désespoir. Beaucoup auraient pu écouter ceux qui disent qu'il faut négocier, qu'il faut trouver un accord, qu'il faut s'asseoir autour d'une table avec ceux qui viennent de tuer votre ministre. Mais non, le peuple malien a fait exactement le contraire. Il s'est serré autour de ses forces armées. Il a exprimé son soutien aux autorités de la transition. Il a dit non à la capitulation. Il a dit non à la négociation avec des gens qui n'ont aucune foi, aucune loi, aucune limite morale. Et ça dit tout sur l'état d'esprit d'un peuple qui a compris que la souveraineté ne se négocie pas. Elle se défend. Alors voilà où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, le Mali saigne. Oui, le Mali a perdu des hommes précieux. Oui, le Mali fait face à une coalition d'ennemis qui ont les moyens, les réseaux et la détermination. Oui, tout ça c'est vrai, mais le Mali est debout, le Mali répond, le Mali avance. Et les révélations qui sont en train de sortir, les aveux des terroristes capturés, les preuves que le gouvernement est en train de rassembler, tout ça va bientôt éclater au visage de ceux qui pensaient pouvoir frapper le Mali et s'en sortir sans conséquence. Le monde va voir. L'Afrique va comprendre. Et l'histoire va retenir que le Mali, même sous les bombes, même sous la trahison, même sous la pression internationale, a choisi de rester debout. Restez là avec moi, parce que dans la suite de cette vidéo, on va rentrer dans les détails. On va nommer les complicités. On va parler des pays qui ont servi de base arrière à ces attaques. On va décortiquer les réseaux qui sont en train d'être démantelés un à un. Et on va vous montrer pourquoi, malgré tout ce qu'on vous raconte, malgré toute la propagande, malgré tous les mensonges, la victoire finale est du côté du peuple malien. Partagez cette vidéo maintenant. Taguez vos amis. Taguez ceux qui ont besoin d'entendre la vérité. Parce que cette information doit circuler. Elle doit atteindre chaque Africain conscient. Chaque frère et chaque sœur qui comprend que ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est le combat de toute l'Afrique. Et ce combat, on va le gagner. Ensemble. Sans aucun doute. Scène 2. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Quelque chose qui dérange. Quelque chose qui fait mal quand on le dit tout haut. Mais moi, je suis là pour dire la vérité, pas pour vous faire plaisir, pas pour vous raconter des histoires douces qui vous endorment. Non. Je suis là pour ouvrir les yeux, pour allumer la lumière dans les endroits sombres où certains préfèrent que vous ne regardiez jamais. Depuis le 25 avril, il y a eu des arrestations au Mali, des interpellations, des gens cueillis chez eux, certains en pleine nuit, d'autres en plein jour. Et immédiatement, comme par magie, comme si c'était répété à l'avance, les mêmes voix se sont levées, les mêmes organisations, les mêmes médias, les mêmes figures, tous en chœur pour crier au scandale, pour parler de violation des droits de l'homme, pour dire que le Mali arrête des innocents, pour défendre des personnes dont les mains sont peut-être très loin d'être propres. Et pendant qu'ils criaient au scandale pour les arrestations, ces mêmes voix n'avaient pas dit un seul mot pour condamner les attaques. Pas un mot pour le général Sadio Camara assassiné. Pas un mot pour les familles endeuillées. Pas une larme pour les civils frappés. Rien. Un silence total, un silence assourdissant. Et maintenant, ils viennent nous parler de droits de l'homme. Non. Cette hypocrisie-là, le peuple malien ne peut plus l'accepter. Mais je veux vous poser une question simple. Une question de bon sens que n'importe qui peut comprendre, que tu aies fait des études ou pas, que tu sois au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en France ou n'importe où dans le monde. Quand une attaque de cette ampleur frappe le cœur d'un pays, quand des bombes explosent dans les endroits les plus sécurisés, quand des hommes armés pénètrent dans des zones que seuls des initiés connaissent, est-ce que ceux qui ont organisé tout ça portent des uniformes de terroristes? Est-ce qu'ils arrivent avec un panneau autour du cou pour qu'on les reconnaisse?
Est-ce qu'ils habitent dans le désert et n'ont aucun contact avec la vie civile? Non. La guerre moderne ne fonctionne pas comme ça. La guerre moderne, la vraie, celle qui détruit les États de l'intérieur, elle se mène aussi avec des costumes cravates, avec des téléphones cryptés, avec des réunions discrètes dans des salons feutrés, avec des transferts d'argent sophistiqués, avec des hommes qui le matin serrent la main des officiels et le soir parsement des informations à ceux qui préparent les attaques. C'est ça la réalité. Et nier cette réalité, c'est choisir de rester aveugle face au danger. Prenons maintenant un cas concret, un cas réel, un nom que beaucoup de Maliens connaissent très bien. Souabara, militaire à la retraite, reconnu coupable d'avoir orchestré le coup d'État de 2012 contre Amadou Toumani Touré, condamné pour plusieurs tentatives de déstabilisation de l'État malien, un homme dont le casier judiciaire et le passé politique parlent pour lui depuis des années. Eh bien, ce monsieur-là, aujourd'hui, il est entre les mains des services compétents de la République du Mali. Et il parle. Il fait des aveux extrêmement lourds, des aveux qui révèlent comment il a été approché par qui, exactement, à quel moment et dans quel but. Des aveux qui montrent que ce qui s'est passé le 25 avril n'est pas né spontanément, que ça s'est construit, que ça s'est organisé, que des réseaux entiers ont été mobilisés, que des ressources considérables ont été investies, et que derrière les fusils, il y a des cerveaux qui portent parfois des titres d'avocats, des titres politiques, des étiquettes d'intellectuels respectables. Et c'est là qu'on arrive au cas de Maître Magatal, un homme politique, ancien président d'un parti, ancien cadre du M5-RFP, un avocat de formation, un profil qui, sur le papier, n'a rien à voir avec le terrorisme. Et c'est exactement pour ça que son interpellation a fait du bruit. Parce que les gens qui n'analysent pas en profondeur, les gens qui se contentent des titres des journaux, ils ont dit non, c'est impossible, c'est un homme politique, c'est un avocat, pourquoi on l'arrête? Mais moi, je vous demande de ne pas vous arrêter aux apparences. Je vous demande de regarder les faits concrets, les témoignages, les aveux recueillis. Comment est-ce que Maître Magatal s'est retrouvé dans cette histoire? Pourquoi les services de sécurité ont jugé nécessaire de l'interpeller? Les réponses à ces questions-là sont dans les aveux de Souibara. Elles sont dans les connexions qui ont été établies. Elles sont dans les preuves que les services compétents de la République du Mali sont en train de rassembler pièce par pièce avec une précision et une méthodologie que beaucoup n'attendaient pas. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur la nature de ce complot. Ce n'est pas un complot simple. Ce n'est pas une bande de terroristes isolés qui ont décidé un beau matin d'attaquer Bamako. Non. C'est une combinaison d'acteurs multiples, des acteurs armés sur le terrain, des acteurs politiques dans les capitales, des acteurs financiers dans les banques, des acteurs médiatiques dans les rédactions, des acteurs religieux dans certaines mosquées. Tous ces éléments travaillaient ensemble, chacun dans son rôle, chacun dans son couloir, pour aboutir au résultat du 25 avril. Et démanteler ce type de réseau, ça ne se fait pas en arrêtant seulement ceux qui tiennent les kalachnikovs. Ça nécessite d'aller chercher tous les maillons de la chaîne, même les maillons qui portent des costumes, même les maillons qui donnent des interviews à la télévision, même les maillons que certains essaient de protéger derrière des arguments juridiques ou humanitaires. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre certains d'entre vous. Moi, je n'ai aucun problème avec le droit, aucun problème avec la justice, aucun problème avec le fait que chaque personne interpellée ait droit à un procès équitable, à une défense, à la présomption d'innocence. Aucun problème avec ça. C'est un principe que je respecte. Mais ce que je n'accepte pas, ce que je refuse catégoriquement, c'est cette sélectivité indécente de certaines organisations dites de droits de l'homme. Cette sélectivité qui les fait crier quand le Mali interpelle des suspects dans le cadre d'une enquête sur des attaques terroristes, mais qui les rend complètement silencieuses quand ces mêmes attaques tuent des civils maliens.
Cette sélectivité qui fait qu'ils retrouvent subitement la voix pour défendre les droits des personnes arrêtées, mais qui ne leur avait pas permis de dire un seul mot pour condamner les attentats. Cette sélectivité-là, elle n'est pas de la défense des droits humains, c'est de la politique, c'est du positionnement, c'est du service rendu à ceux qui financent et qui orientent ces organisations depuis des capitales bien précises. Le ministre des Affaires étrangères du Mali l'a dit clairement, et je vais vous le répéter parce que c'est une phrase qui mérite d'être entendue et répétée jusqu'à ce que tout le monde l'assimile. Nous avons des preuves palpables. Nous sommes prêts à les présenter devant n'importe quelle instance internationale. Nous connaissons les noms, nous connaissons les pays, nous connaissons les réseaux. Et si certains pensent pouvoir continuer à soutenir ceux qui attaquent le Mali, tout en se présentant comme des partenaires neutres ou des défenseurs des droits humains, le gouvernement malien est prêt à les confronter publiquement devant le monde entier, preuve à l'appui. Ce message-là, il est fort, il est courageux et il dit une chose très importante. Le temps de l'impunité est terminé. Le temps où on pouvait financer le chaos en Afrique depuis l'étranger sans jamais être nommé, sans jamais être exposé, ce temps-là est révolu. Le Mali a changé. L'AES a changé. Et bientôt, les preuves vont parler d'elles-mêmes. Les noms vont sortir. Les connexions vont être établies publiquement. Et à ce moment-là, personne ne pourra plus prétendre qu'il ne savait pas. Personne ne pourra plus se cacher derrière des communiqués de presse ou des rapports d'ONG fabriqués de toutes pièces. La vérité va éclater. Et quand elle éclate, elle ne peut plus être remise dans la boîte. Restez avec moi. La suite va encore plus loin. On va parler des pays voisins. On va parler des bases arrières. On va parler de ce réseau international de déstabilisation dont le Mali n'est qu'une des cibles. Partagez cette vidéo maintenant. Taguez vos amis. Taguez ceux qui ont besoin d'entendre ça. Parce que cette information est trop importante pour rester dans un seul téléphone.